mars, Bear Stearns était dans un engrenage fatal et la Fed a arrangé sa Désigné vente. comme la pire crise financière des temps modernes. La période est difficile. Assurément le désastre financier le plus grave de Marché décennie ont dévissé et aujourd'hui. peut-être Journée la noire fin à d'une Wall ère Street. dans l'histoire américaine. Michael Burry. C'est le nom de ce mec qui, en 2 ans, a parié contre tout le monde et a encaissé 725 millions de dollars pendant l'une des plus grosses crises mondiales. 725 millions de dollars, c'est plus que ce que Cristiano Ronaldo gagne en 5 ans au sommet de sa carrière. C'est plus que le budget combiné des 3 films du Seigneur des Anneaux réunis. Michael Burry, c'est le mec qui tout seul a peut-être prédit la plus grosse catastrophe financière de tous les temps et a choqué les géants de la finance. Mais comment a-t-il fait exactement? Comment ce simple médecin devenu investisseur a pu comprendre ce que même les experts les plus réputés n'ont pas vu venir? C'est ce que nous allons voir tout de suite. Préparez-vous. Vers les années 2000, Michael Burry à la base, c'est personne. Il est encore loin d'être la légende qu'il va devenir. C'est pas un trader de Wall Street, pas un banquier influent, c'est juste un gars solitaire, limite introverti, passionné par les chiffres depuis gamin. D'ailleurs, gamin, Michael Burry, c'est clairement pas le gars populaire de l'école, c'est plutôt le mec un peu bizarre, le genre solitaire, celui que tu vois jamais traîner avec les autres à la récré. Il passe plutôt son temps au fond de la classe à griffonner des trucs dans ses carnets. Mais en fait, c'est pas vraiment de sa faute. Michael a une particularité. Il souffre du syndrome d'Asperger. En gros, socialement, c'est compliqué pour lui, les discussions banales, c'est pas son truc. Par contre, il a une capacité de concentration hallucinante, limite surnaturelle. Quand les autres gamins jouent au foot, discutent de la dernière série en essayant de se rapprocher des filles, lui, il rentre chez lui direct après l'école, il s'enferme dans sa chambre et il s'enfile des dizaines de bouquins, des centaines de pages par jour, parfois jusqu'à 3h du matin. Son cerveau est une machine à décortiquer, à absorber des données, il adore ça. Les années passent, Michael grandit et logiquement, il va à l'université. Il choisit de devenir médecin parce que médecin c'est stable, sérieux, respectable et en plus de rassurer sa famille, ça fait bonne impression. Et puis surtout, analyser le corps humain, c'est presque comme résoudre un gros puzzle, pile ce qu'il adore. Mais très vite, il y a un truc qui bloque. Chaque jour, à l'hôpital, entre 2 consultations, il se pose toujours la même question. Qu'est-ce que je fous là? Parce que clairement, Michael ne vibre pas en soignant des patients. C'est même tout le contraire. Ça le saoule, ça le fatigue, c'est toujours la même chose. Ce qu'il aime vraiment, c'est rentrer chez lui le soir, balancer sa blouse blanche dans un coin, s'installer devant son écran et mater des heures de films sur les plus grandes légendes de la finance ou des documentaires qui expliquent comment certains traders ont fait fortune. Warren Buffett, George Soros, tous ces génies de la finance qu'il fascine. Il adore décortiquer leurs stratégies, comprendre leurs coups de génie, bref, tout ce qui touche au marché financier l'obsède complètement. Et bientôt, vous allez voir, ça va carrément devenir sa vie. Il se rend compte que ce qu'il aime vraiment, c'est pas de diagnostiquer des maladies. Lui, il préfère analyser des bilans comptables, des graphiques compliqués, des piles entières de documents financiers. Alors, il prend une décision risquée, il quitte tout. À ce moment-là, évidemment, sa famille ne comprend pas du tout. Il se demande qu'est-ce qui lui passe par la tête. Pourquoi abandonner une carrière sûre, prestigieuse, celle de médecin, pour se lancer dans quelque chose d'aussi risqué et incertain que la bourse? Il le regarde avec une inquiétude mêlée d'incompréhension. Pour eux, c'est évident, Michael est en train de prendre un énorme risque, peut-être même la plus grosse erreur de toute sa vie. Mais très vite, il comprend que sa passion est là, dans ces montagnes de chiffres et de graphiques. Et que s'il veut vraiment être heureux, quoi qu'en disent ses parents, c'est dans la finance qu'il doit se lancer. Alors, contre toute attente, il lâche complètement sa carrière médicale et se lance dans un truc totalement fou. Gérer de l'argent, investir et devenir trader. Mais attention, pas le trader classique à Wall Street qui arrive déjà avec de l'or dans les poches. Non, lui, il crée son propre fonds d'investissement, tout seul, dans un bureau paumé pendant les années 2000. Il commence tranquillement, sans bruit sous les radars et il appelle ça Sion Capital. Rapidement, il se fait remarquer par quelques investisseurs curieux, mais il reste toujours très discret, loin des traders stars de Wall Street qu'on connaît tous. Et là, dans ce petit bureau discret où personne ne l'attend, il va bientôt tomber sur quelque chose de complètement inattendu. Un détail minuscule, insignifiant aux yeux des autres, mais qui va tout changer. Un détail qui va le pousser à faire le plus gros pari de toute l'histoire financière. Mais ça, personne ne pouvait encore s'en douter. En fin 2005, Michael gère donc son petit fonds tranquille, sans pression. Chaque jour, il arrive tôt à son bureau. Il allume son ordi et il passe des heures, littéralement des heures, à analyser des tonnes de documents que personne d'autre ne prend le temps de lire. En fait, Burry, il fait quelque chose que la plupart des traders détestent. Il plonge dans les détails. Lui, il ne fait confiance à personne. Même pas aux rapports officiels, même pas aux rumeurs. Tout ce qu'on lui dit, il le vérifie par lui-même. Alors qu'en 2005, tout le monde ne parle que du marché immobilier américain en pleine explosion, lui commence à se poser des questions. À cette époque, aux États-Unis, c'est l'âge d'or de l'immobilier. N'importe qui peut s'offrir une maison, même ceux qui, en réalité, n'en ont pas du tout les moyens. Les banques distribuent des crédits à l'appel. Et forcément, tout le monde trouve ça génial. Wall Street fait ça comme jamais parce que l'argent coule à flot. Mais Michael, lui, il commence à creuser plus profondément. Il veut comprendre comment tout ça fonctionne vraiment. Alors, il commence à étudier ce qu'on appelle les prêts subprimes. 95, ratio 90, et ils ont
65 jours de retard. C'est quoi ça? Ratio 110. Première fois que je fais ça. 30 jours de retard, taux révisé. 2007, taux révisé. 6, taux révisé. 2007, 90, 100. Il n'a pas bougé de la journée. Régulièrement, il nous fait ça. Et là, il remarque quelque chose de complètement hallucinant. Mais attendez, si jamais vous ne savez pas trop ce que c'est que les prêts subprimes, laissez-moi vous expliquer rapidement. Les banques prêtent des centaines de milliers de dollars à des gens sans boulot stable, sans revenu fixe et même parfois sans aucune preuve de salaire. En gros, c'est comme si tu prêtais une Ferrari à un mec sans permis, sans papier, sans rien, et que tu espérais qu'il te le ramène sans aucun problème. Et forcément, en analysant tout ça, Michael réalise vite que quelque chose ne va pas du tout. C'est impossible que ces prêts puissent être remboursés. À un moment ou à un autre, ça va coincer. Et quand ça arrivera, toute l'économie américaine va prendre une énorme claque. Lui, dans son bureau, derrière ses écrans, il capte l'ampleur du truc, avant tout le monde. Mais maintenant qu'il a compris ça, il se retrouve face à une décision énorme. Que va-t-il faire de cette information? S'il en parle ouvertement, personne ne l'écoutera. Si jamais ça tourne mal, ça pourrait même ruiner sa réputation, son fonds, sa carrière et finalement toute sa vie. Mais s'il ne fait rien, il va regretter toute sa vie d'avoir vu venir l'effondrement sans réagir. Alors Michael prend une décision complètement folle. Il va parier massivement contre le marché immobilier. Mais attention, c'est pas juste un petit pari tranquille pour tâtonner le terrain. Non. Il décide d'engager des centaines de millions de dollars sur une seule conviction, que tout ce système immobilier, ce château de cartes, va bientôt exploser. Le problème, c'est qu'il est complètement seul. Personne ne le croit. Tout Wall Street rigole de lui, même ses propres investisseurs, ceux qui lui avaient fait confiance jusqu'à là, commencent à le lâcher un par un. Michael se retrouve isolé, sous une pression énorme. Mais il ne lâche pas. Pourquoi? Parce que lui, c'est exactement ce qu'il a vu. Imagine-toi 2 secondes, être à la place de Michael à ce moment précis. Tu viens de parier des centaines de millions de dollars contre tout le système financier américain, contre la vie de tout le monde, même contre tes propres investisseurs. Autour de toi, tout le monde rigole, on te traite de fou, de parano, de mec complètement à côté de la plaque. Chaque jour, Michael arrive à son bureau avec cette boule au ventre. Il ouvre sa boîte mail et il découvre une avalanche de messages furieux. Ses investisseurs le harcèlent au téléphone, lui demandent pourquoi il fait ça, pourquoi ils jettent leur argent par les fenêtres, pourquoi ils s'entêtent à croire à ce scénario catastrophe que personne d'autre ne voit. Les semaines passent et rien ne se produit. Le marché immobilier continue à grimper. Tout le monde gagne de l'argent, sauf Michael, qui lui perd des millions chaque mois. Sa stratégie lui coûte très cher, parce que à chaque fois qu'il garde son pari ouvert, il doit payer des primes énormes aux banques. Plus les jours passent, plus il doit payer, plus la pression devient infernale. Il commence à douter, à se demander si finalement il n'est pas complètement fou. Si tous ces experts rassurants n'ont peut-être pas raison. Peut-être que finalement il se trompe depuis le début. Michael ne dort quasiment plus. Il tourne en boucle dans son bureau, jour et nuit. Repasse en revue ses chiffres, vérifie tout encore et encore. Mais à chaque fois, il retombe sur la même conclusion. Tout ce système est complètement pourri. Le marché immobilier va forcément s'effondrer, il en est convaincu. Alors il tient bon. Contre l'avis général, contre la pression médiatique, contre le jugement de tous ceux qui le prennent pour un fou, pendant 2 ans, il va vivre un véritable enfer. 2 ans où il est complètement isolé. 2 ans où il perd des millions chaque mois, attendant désespérément que ce scénario catastrophe se produise enfin. Et puis, un jour, en 2007, un étrange phénomène commence à se produire. Quelque chose qui ressemble étrangement à ce qu'il avait prédit. The subprime crisis. Subprime crisis. Subprime. The subprime. Subprime. The stock market is now down 21%. On est en 2007 et là, petit à petit, tout ce que Michael avait prévu commence à arriver. Au début, c'est discret. Quelques familles américaines commencent à avoir du mal à rembourser leur crédit. Rien de grave, se disent les banques. Quelques retards, ça arrive tout le temps. Sauf que très vite, ce ne sont plus juste quelques familles. Ce sont des centaines, puis des milliers, puis des dizaines de milliers de ménages américains qui ne peuvent plus payer leur maison. Les banques commencent doucement à paniquer. Et soudain, tout s'accélère. Les prêts subprimes, ces fameux crédits immobiliers douteux, commencent à exploser en plein vol. Exactement comme Michael Burry l'avait prévu. Les premiers gros établissements financiers annoncent des pertes historiques. Wall Street, qui faisait la fête encore quelques mois avant, commence sérieusement à trembler. Les traders qui se moquaient ouvertement de Michael sont en sueur, rivés devant leur écran qui affiche du rouge de partout. Mais pour Michael, ce n'est pas encore gagné, parce que son pari pour l'instant lui coûte encore cher. Chaque mois, il continue de payer des sommes astronomiques en attendant que tout explose vraiment. Chaque jour, il reçoit encore des appels paniqués de ses investisseurs qui lui disent « Michael, arrête, on va tout perdre ». Mais lui tient bon, encore une fois, parce qu'il est sûr de ce qu'il a vu. 1.7% here, a loss of 37 points or so. Apple shares are just getting hammered this morning. We're down by between 3 and 4.5% generally across these markets. Let's talk about the speed with which we are watching this market deteriorate. We're red everywhere, essentially, down by 4-5%. D'un coup,
tout s'emballe. En quelques semaines, c'est l'effet domino. Une banque tombe, puis une autre, puis une troisième. Lehman Brothers, l'une des plus grosses banques de Wall Street, s'effondre littéralement en quelques jours, déclenchant une panique mondiale. L'Amérique découvre brutalement que tout son système financier était construit sur du vent. C'est la catastrophe économique. Les gens perdent leur maison, leur boulot, leur économie. Tout ce que Michael avait vu venir de son petit bureau isolé est en train de se réaliser sous ses yeux. Mais lui, au milieu de tout ce chaos, il commence enfin à voir ses positions financières exploser. Les centaines de millions de dollars qu'il avait pariés contre le marché immobilier commencent à se transformer en profits gigantesques. Son fonds, Sion Capital, qui jusqu'à là était au bord de la faillite à cause de ce pari fou, commence enfin à encaisser des gains hallucinants. Mais étrangement, Michael ne ressent pas ce qu'il imaginait. Parce que oui, il gagne énormément d'argent, mais autour de lui, tout le monde perd. Il est passé du statut fou, solitaire, à celui de l'homme le plus clairvoyant de Wall Street. Mais ça ne le réjouit pas autant qu'il aurait cru. Et maintenant, Michael Burry se retrouve face à un tout nouveau problème. Il avait raison sur toute la ligne, il a gagné des centaines de millions, mais à quel prix ? Parce que même si aujourd'hui, il vient de toucher le jackpot, qu'il a rendu ses investisseurs multimillionnaires, il ne ressent absolument pas la joie qu'il imaginait au départ. Au contraire, il est complètement vide, presque écœuré. Pendant des mois, il s'est couché avec l'angoisse de tout perdre, de ruiner sa réputation, de planter tous ceux qui lui avaient fait confiance. Mais maintenant, ce qu'il a gagné, c'est presque pire. Parce que littéralement, autour de lui, c'est le chaos total. Partout à travers les États-Unis, des millions de familles perdent leur maison du jour au lendemain. Des gens qui, au fond, n'ont rien demandé, se retrouvent à la rue. Michael voit les images défiler à la télé, des quartiers entiers, vidés de leurs habitants, des maisons abandonnées par milliers, des familles qui dorment dans leur voiture ou sur le trottoir. Et il réalise que ces profits, aussi gigantesques soient-ils, ont été gagnés sur le dos d'une catastrophe humaine. Oui, il a prédit la crise. Oui, il a eu raison avant tout le monde. Mais en encaissant ces 725 millions, il s'est aussi rendu compte d'une chose terrible. Il a eu raison tout seul, et avoir raison tout seul dans ces circonstances-là, ça ne ressemble pas du tout à une victoire. Très vite, Michael ressent un malaise profond. Il n'est pas fier de lui, il saute pas de joie, ne célèbre pas la réussite. Au lieu de ça, il ferme définitivement Sion Capital. Il coupe tous les contacts avec le monde de la finance, fuit les médias et retourne dans l'anonymat, loin des projecteurs. Parce que oui, Michael Burry a vu venir ce que personne n'avait anticipé. Oui, il a gagné des centaines de millions, mais il n'avait pas prévu que ce serait à ce point douloureux d'avoir raison. Finalement, cette histoire, c'est pas juste celle d'un pari financier, c'est aussi celle d'un gars ordinaire qui s'est retrouvé seul contre tous, qui a tenu bon malgré tout et qui s'est retrouvé face à la réalité brutale des conséquences de son succès. Alors aujourd'hui, des années après, il reste une question essentielle. Michael Burry a-t-il vraiment gagné? Ou bien a-t-il simplement eu raison au mauvais moment, au mauvais endroit? Et surtout, que devient un homme après avoir gagné 725 millions de dollars, mais perdu quelque chose de peut-être encore plus important, sa tranquillité d'esprit? C'est exactement ce qu'on va voir maintenant. Après cette crise, en 2008, Michael disparaît totalement des radars. Il coupe quasiment tous les contacts avec le monde extérieur. Il ne répond même plus au téléphone. Beaucoup de gens imaginent alors que Michael Burry profite de sa fortune quelque part sur une île privée et qui mène enfin la belle vie. Mais en réalité, c'est tout le contraire. Michael ne sait même plus vraiment qui il est, ce qu'il veut, ni même si tout ce qu'il a vécu en valait vraiment la peine. Après avoir fermé Sion Capital, il reste pendant des années loin des projecteurs. Il essaie de retrouver une vie normale, simple, loin du stress permanent de Wall Street. Il reprend ses vieilles habitudes, passer ses journées à lire, à analyser des chiffres, mais cette fois, loin des pressions et des attentes des investisseurs. Mais finalement, Michael reste Michael. Il ne peut pas complètement décrocher de ce qui l'obsède depuis tous les jours. Comprendre le monde, anticiper les crises et analyser tout ce qui se passe dans l'économie mondiale. Alors, quelques années après, discrètement, sans grande annonce, il retourne dans le jeu. Pas pour revivre un jackpot comme celui de 2008, non, cette fois, il veut juste investir, comprendre, creuser, mais différemment. Il ouvre alors un nouveau fonds, beaucoup plus discret, Sion Asset Management. Mais il le gère complètement différemment. Il est devenu beaucoup plus prudent, discret, et encore plus méfiant qu'avant. Aujourd'hui, Michael Burry continue d'investir, mais il est devenu surtout une sorte de légende vivante. L'exemple parfait du gars ordinaire qui a eu raison contre tout un système au prix d'un isolement extrême. Et finalement, ce que son histoire nous apprend, c'est que parfois, gagner énormément d'argent ou avoir raison avant tout le monde ne suffit pas pour être heureux. Parce que à la fin, ce qui compte vraiment, c'est pas seulement combien tu gagnes, mais aussi à quel prix tu le gagnes. Michael Burry aujourd'hui, c'est plus qu'une histoire d'argent. C'est une histoire humaine. Celle d'un mec qui a osé parier contre tout le monde, qui a payé cher cette prise de panique, mais qui a montré parfois à quel point la vérité peut être un fardeau aussi lourd qu'une victoire. Alors finalement, je te repose la question dans les commentaires. Est-ce que pour toi, Michael Burry a-t-il vraiment gagné? Est-ce que toi aussi t'aurais ressenti la même chose si jamais t'avais ouvert ce trade? Hâte de voir ton retour. Et puis si jamais t'es encore tout nouveau dans le domaine du trading, que t'aimerais savoir comment toi aussi tu peux te lancer sur les marchés et peut-être pas gagner ce qu'il a gagné, mais au moins un complément de revenu, je t'ai mis juste ici une formation gratuite que j'ai fait de plus de 1 heure où je t'explique étape par étape
comment commencer le trading, même si tu es totalement débutant. Et puis si jamais tu veux aller plus loin sur les marchés et que tu veux que je te montre comment moi exactement je fais pour gagner de l'argent en trading, je t'invite à cliquer sur le premier lien dans la description pour avoir accès à toute ma communauté. Sur ce, excellent trading à vous. C'était Casper, c'était un plaisir. Ciao.